Salut tout le monde, c'est Nico. Aujourd'hui, je teste le Nikon Z9. Alors, est-ce que la hype est justifiée? Est-ce que j'abandonne mon bon vieux D850 pour un mirrorless? Est-ce que Brandon va réussir à raviver la flamme avec Vanessa? On va voir ça ensemble. Avant tout, contextualisons la situation. Je m'appelle Nicolas, j'ai 34 ans, je mesure 1m70 et ça fait 3 ans que j'utilise le D850 comme boîtier principal pour du reportage comme pour du studio. Alors, j'ai aussi le Z6 qui me filme en ce moment et qui m'a permis de mettre un pied dans la prod vidéo, mais avec lequel je déteste prendre des photos. Pour moi, les boîtiers Z de Nikon n'étaient pas assez aboutis pour me faire switcher totalement des réflexes vers les mirrorless. Cette vidéo s'adresse donc aux photographes qui, comme moi, sont des vieux cons et ne veulent pas faire la transition vers les mirrorless. Bon, je vais pas vous faire un test ultra poussé de la mort, j'ai clairement pas assez de recul pour ça. Je vais plutôt vous expliquer en quoi ce boîtier répond à mes attentes, quels sont les détails qui m'ont convaincu, mais aussi quels sont les griefs que je lui porte, parce que oui, il y en a quand même un peu. Ça fait donc maintenant 3 semaines que j'ai le Z9 et j'ai pu le tester sur plusieurs shoots. Un premier en studio en low light, puis un second en extérieur. J'ai aussi fait du produit en macro et tenté un clip vidéo, mais ça s'est pas passé comme prévu, on y reviendra. Cette vidéo n'est donc pas une review ultra poussée, ni un unboxing à chaud, mais plutôt un entre-deux. On a qu'à appeler ça je sais pas moi, un test tempéré. La première impression que j'ai eue quand j'ai pris ce boîtier en main, c'est une impression de robustesse. Alors, il pèse son poids mais sans être trop lourd non plus, et plein de petits détails vous mettent en confiance. A commencer par le huton. Fini les revêtements en plastique mou du Z6 ou du Z7 qui se déchirent au premier mois d'utilisation. On a maintenant un œilleton rond, solide, qui ne bouge pas quand vous le rangez dans une pellie. On retrouve aussi le trèfle sur le barillet. Plus pratique que sur les Z6 et Z7, il nous donne en plus 4 nouveaux boutons accessibles rapidement. La molette du barillet, elle, est plus smooth et agréable que sur le Z6 ou le D850. Oh mon dieu, oh là là, oh. Petit détail aussi que je suis content de retrouver sur le Z9, les boutons sont rétro-éclairés, ce qui est bien pratique quand vous shootez de nuit, en low light ou en studio. Alors, c'est un des points qui manquait sur le Z6 et Z7 et voilà, c'est tout, ça manquait quoi. Parlons des poignées maintenant. Sur le Z6, elle était tellement petite que j'avais dû lui ajouter une putain de cage pour la massifier et lui donner les 7 points de charisme qui lui manquaient. Alors que sur le Z9, la prise aux mains, elle est nettement meilleure avec une bonne poignée qui englobe toute la main. Alors attention toutefois, elle reste quand même moins profonde que sur le D850 et je dois avouer être un peu moins en confiance quand il ballotte au bout de mon bras, mais bon, allez, je chipote. C'est la première fois que j'utilise un boîtier double grip et j'avoue que je balisais pour un point l'utilisation du système Peak Design. Alors c'est bête mais ce petit morceau de métal là, il a radicalement changé ma manière de photographier et j'avais vraiment pas envie de l'abandonner. Bon au final il me dérange pas quand je shoot, vraiment c'est pas un souci. Et mine de rien, il est pas si gros que ça, ce qui fait que je peux le mettre sur mon épaule, sur mon sac et avoir une main de libre pour marcher. Par contre, avec la nouvelle monture Z, le Lens Exchange n'est plus compatible avec la nouvelle optique Z. Alors ça c'est vraiment dommage et c'est un gros retour en arrière pour ceux qui, comme moi, aiment shooter avec plusieurs optiques. Petit détail, la bague FTZ. J'ai pas encore les finances pour racheter toutes les optiques en Z et du coup j'utilise le FTZ version 1 pour adapter mes objets sur le Z9. Et c'est pas ce qu'il y a de plus pratique en utilisation verticale. Le bas de la bague touche presque le grip et on n'a vraiment pas beaucoup de place pour mettre les doigts. Je pense qu'à terme je finirai par acheter la version 2 parce que quand même il y a un objet en F que je garderai. C'est le 105 mm 1.4. Celui-là c'est mon bébé, je le lâcherai jamais, d'autant plus qu'il est même pas dans la roadmap de Nikon. S'il y a un point qui me fait rager contre le Z6, c'est les poussières sur le capteur. Les mirrorless sont des aspirateurs à poussière avec leur monture méga large et à fleurs. Enfin moi j'ai tout le temps l'habitude de faire des changements d'objectif vraiment craignos dans des endroits boueux ou avec de la poussière. Bon là vous voyez je fais tomber mes trucs. Bon là ce qui est génial c'est que j'ai pas de poussière sur mon capteur, chose que je pouvais pas faire avec mon Z6. Mon Z6 il avait toujours de la poussière sur le capteur, donc en dessous de 2 en fait je pouvais plus shooter. Non mais regardez, il y en a partout. Putain, mais dès que je dépasse les F2, ça devient ingérable. Mais c'est tellement moche. Bon, le Z9, il corrige ce problème. On a maintenant un volet de protection qui vient se placer devant le capteur quand le boîtier n'est pas actif. Du coup, plus de poussière sur le capteur. Alors attention toutefois, ce volet de protection est désactivé de base quand vous recevez le Z9. Il faut passer par les menus pour l'activer, sinon ça ne marchera pas. Bon, il a beau être protégé, je vais quand même foutre le caps parce qu'on sait jamais. Autre point rédhibitoire sur le Z6 qui a été corrigé avec le Z9, le VF. Alors, pour moi qui shoot dans le sud de la France, en plein cagnard avec un soleil qui me crame ma peau de roue, il était tout simplement inutilisable. J'y voyais rien dedans, il était tout noir, je shootais complètement en aveugle. Alors, j'ai été très déçu quand j'ai appris quelle était la résolution de l'EVF du Z9.
Elle est de 3,6 millions de pixels contre presque 10 chez la concurrence et surtout, c'est la même résolution que sur le Z6. Ça sentait pas bon. Mais j'avais bien tort les amis, parce qu'en définitive, c'est pas la taille qui compte. Enfin, pour les EVF, hein. Ce qui compte, c'est la luminosité. Et l'EVF du Z9 est sacrément lumineux. Je n'ai eu aucun souci lors de mon shoot en extérieur, et ce, alors que je me plaçais toujours en contre-jour. Par contre, il y a une nette différence de luminosité et de couleur entre l'EVF et le viewfinder. L'EVF est plus clair et tire légèrement vers les bleus, alors que le viewfinder est plus contrasté et offre des couleurs plus chaudes. Il va donc falloir apprendre à ne pas trop faire confiance à ce que vous voyez, mais bon, je pense qu'avec le temps, ce sera plus vraiment un problème, hein, parce que bon, on finit toujours par connaître son matos et on compose toujours avec ses défauts. D'ailleurs, autre point positif de l'EVF, il n'y a aucun lag entre ce qu'il se passe dans la vraie vie et ce que vous voyez dedans. Si vous ratez une action, c'est forcément de votre faute, pas celle du boîtier. Vous le laissez tranquille. C'est ta faute, pas la sienne. Bon, et de manière générale, le Z9, il est ultra réactif. Non mais regardez, enfin, quand vous l'allumez, hop, vous pouvez shooter. C'est méga rapide. J'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins. C'est juste la folie furieuse. J'ai vraiment l'impression de shooter sur mon D850 ou sur un DSLR. C'est incroyable. Autre point qui me faisait peur, c'est la fin du shutter. Parce que oui, ce que vous voyez là, c'est pas un shutter, hein, c'est un volet de protection. Sur le Z9, il n'y a plus de shutter mécanique. Et qui dit shutter électronique, dit banding. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'adore shooter avec de l'éclairage LED. Et la LED, ça n'aide pas à réduire le banding. Du coup, j'ai testé tout ça. J'ai organisé un shoot studio avec Nesrine. Alors, je vous mets son Insta en description. Allez follow, liker, commenter, enfin la totale quoi. Donc, j'ai organisé un shoot en low light, uniquement en éclairage LED. Et j'ai eu aucun souci. Tout fonctionne bien, pas de banding. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en fait. On dispose maintenant d'un nouvel écran orientable à l'horizontale comme à la verticale. Quand j'ai utilisé le Z9 sur mon premier shoot en extérieur, il m'a été sacrément utile. Alors là, un truc qui me semblait être un gadget quand j'avais vu les vidéos promotionnelles de Nikon, c'est l'écran pivotable à la verticale. Bon, déjà, le grip vertical, c'est une frappe absolue pour pouvoir shooter à la verticale. Mais le souci, c'est que du coup, là, on est dans une zone un peu dangereuse. Alors, vous vous rendez peut-être pas compte, mais on est en haut d'un barrage. On peut facilement tomber. Et du coup, si jamais je veux shooter à la verticale en contre-plongée, je suis obligé de me foutre dans des positions pas possibles. En plus, avec mon sac, mon matos et tout, c'est vraiment relou. Alors que là, tout ce que j'ai à faire, c'est magique. Oh, voilà. Je peux voir ce que je shoot. En plus, ce qui est bien, c'est que je suis en plein soleil. Du coup, j'avoue, je vois pas vraiment ce qui se passe à l'écran. Du coup, je laisse faire l'autofocus, je laisse faire l'AF. Il rate jamais son focus. L'AF justement, parlons-en. Alors déjà, je vais pas vous faire des tests de youtubeurs Bon, ça m'a toujours fait un peu rire ces tests. Ici, on va rester pragmatique et on va voir ce qui vaut en utilisation réelle. Je vais pas vous mentir, l'AF du Z9, c'est juste une tuerie. C'est de la boulette furieuse aux petits oignons frits. L'AF-Focus, il est tellement bon que ça a complètement changé ma manière de photographier. Non, vraiment, j'exagère pas. Avant, j'utilisais le mode single point et je calais mon collimateur sur l'œil du modèle. Mais comme il bouge et que moi aussi, je devais tout le temps corriger sa position en permanence. Et comme je suis un mec relativement basique, je ne sais pas faire plus d'une chose à la fois. Une chose à la fois. Du coup, j'avais du mal à diriger le modèle ou bien alors à cadrer mes photos, ce qui est un peu con pour un photographe. Ajoutez à ça la zone restreinte où les collimateurs sont disponibles et je me retrouvais souvent à devoir utiliser le tout petit collimateur en haut à droite. Ouais, celui qui est vraiment pourri quoi. Pas le multi-croisé 4 phases mes couilles, non, le peu cher du bord. Et comme j'adore shooter en 1.4 avec une optique qui n'est pas très véloce, le 150.4, j'avais énormément de déchets. Mais le Z9 révolutionne tout ça. Il détecte tout seul l'œil, fait le focus et surtout, il ne le lâche pas. Je peux me concentrer sur mon cadrage et sur mon modèle. Du coup, j'ai énormément moins de déchets qu'avant et mes photos sont plus qualitatives. Par exemple, pour ce shoot, j'ai dû prendre au bas mot 1400 photos et j'ai eu seulement 20 déchets. Et ce en low light avec le 105 mm 1.4 en shootant en 1.4. Oui, ça fait 1,4% de déchets. Chiffre trouvé scientifiquement par méthode brevetée en laboratoire, testé sur un panel représentatif de la population, aucune obligation d'achat, retour sur 30 jours. Alors oui, vous pouvez voir un léger décalage entre la box et l'œil de la modèle. Mais je pense qu'il ne s'agit que d'un décalage visuel, puisque toutes mes photos étaient bien nettes. Alors j'ai appris à faire confiance au boîtier et à ne plus trop faire attention à ce décalage-là. Il faut que je boive. J'ai la gorge sèche. Et quand j'ai la gorge sèche, je fais des voix bizarres. Bref, je vais pas m'étendre sur l'AF-Focus, vous l'aurez compris, c'est juste de la boulette furieuse. Alors, il y a quand même un cas de figure où il a galéré, et c'est quand la modèle avait une mèche de cheveux juste devant l'œil. Alors là, il faisait la map sur les cheveux. Mais bon, il y a une parade à ça.
Je m'y suis mis en focus manuel et avec le focus picking, j'ai pu gérer le focus manuellement sans trop de soucis. Et ça c'est possible grâce à l'EVF qui est, je le rappelle, sacrément bon. Bon, ce qu'il faut se dire c'est que dans l'ensemble, l'EVF du Z9 c'est juste une tuerie qui ne vous lâchera pas et ce, quel que soit le mode utilisé. Bon, et la batterie dans tout ça? Parce que oui, hein, n'oublions pas, avec le Z6, elle ne tenait qu'une petite demi-journée et on devait en acheter à balle pour tenir notre shoot jusqu'à la fin. Bah ici, c'est simple, j'ai pas réussi à descendre sous les 2 barres. C'est juste de la folie, elle tient super bien à la charge. En 4 heures de shoot, j'avais à peine consommé 2 barres sur 5, ce qui me fait dire que je dois facilement pouvoir tenir entre un jour et demi sans recharger. Il faut que je vous parle d'un truc vraiment pas cool qui va impacter tous les points suivants. Nikon nous a fait une petite radinerie avec le Z9. Il est livré sans manuel utilisateur. Ouais, tu payes 6000 balles un boîtier et t'as même pas le manuel qui va avec. Alors, le Z9 est très complet, hein. Il y a des menus à foison. Et honnêtement, il y en a certains que je comprends vraiment pas et j'aurais aimé pouvoir sortir le manuel pour trouver la solution par moi-même. Et ça m'a mis en défaut plusieurs fois. Certaines traductions françaises des menus sont un poil tendancieuses et bon, le mieux c'est que je vous donne un exemple. Alors, sur la plupart des mirrorless, quand vous éteignez le boîtier, la map est réinitialisée. C'est un peu relou quand vous faites du packshot en studio, tout simplement parce que si vous éteignez le boîtier, s'il se met en veille, vous êtes obligé de refaire la map. Mais bon, il existe maintenant une option activée pour garder la mise au point en mémoire. Bon moi je pensais avoir activé cette option, sauf que non, pas du tout, c'était pas du tout la bonne chose. À la place, j'avais bloqué l'ouverture et mes collimateurs. Du coup, quand j'ai voulu shooter un clip en vidéo, je me suis retrouvé comme un con. Bon, du coup, c'est pour ça que je peux pas vous faire un test ultra poussé du Z9 en vidéo parce que j'ai pas pu l'utiliser, tout simplement. J'ai contacté Nikon et aussi mon revendeur, mais bon, apparemment il n'est pas possible d'avoir une version physique du manuel, on ne peut que télécharger le PDF, et ça c'est vraiment pas cool pour un boîtier de ce prix-là. Donc vous l'aurez compris, à partir de maintenant je vais vous parler des petits trucs qui sont pas vraiment au top sur le Z9. Alors gardez en mémoire que ça fait que 3 semaines que j'ai le boîtier, j'ai pas encore pu lire le manuel à fond, et à tous les coups, les défauts que je vais soulever peuvent être résolus en activant les bons menus. Ou peut-être pas. Les boutons du Z9 sont quasiment tous personnalisables. Et contrairement au Z6, on peut leur attribuer n'importe quelle fonction. J'ai même pu personnaliser les infos de mon EVF sur les écrans disponibles quand j'appuie sur le bouton display. Alors j'ai ajouté l'histogramme, retiré 2 écrans qui ne servaient à rien, et je pense qu'au bout de quelques mois, j'aurai le boîtier qui correspond vraiment à l'ergonomie dont j'ai besoin. Les modes U1, 2 et 3 des Z6 et Z7 ont été renommés en mode de shoot A, B, C et D. Il y en a maintenant 4 au lieu de 3, et leur fonctionnement a légèrement changé. Je vais passer un peu de temps sur la gestion de ces modes parce que pour moi, c'est eux qui vont vous permettre de gagner en productivité. Maintenant avec le Z9, vous êtes forcément dans un mode préenregistré. Il n'y a plus de distinction entre EMP, SA et les préférences utilisateurs. C'est bien et c'est pas bien. Ce qui est bien, c'est que c'est plus rapide pour passer d'un mode à l'autre. On ne se pose pas de questions si on a des réglages à enregistrer, c'est le cas. Point. Par contre, la mise en place est un peu plus fastidieuse. Vous allez devoir régler tous les détails de base 4 fois pour les 4 modes. Par exemple, le Z9 shoot en JPEG quand vous le sortez de la boîte. Bon, il va falloir lui dire de shooter en RAW 4 fois dans les 4 modes. Aussi, quand vous voulez changer un paramètre, il l'enregistre automatiquement. Vous n'avez plus la confirmation via le menu Enregistrer le réglage utilisateur qu'on pouvait voir sur les Z6 ou Z7. Vous passez en mode P, c'est enregistré. Vous changez la vitesse, c'est aussi enregistré. L'ouverture et le mode AF, pareil, c'est enregistré automatiquement. Du coup, à chaque shooting, vous allez casser vos modes. Et c'est difficile de prévoir à l'avance des modes globaux pour des situations de shoot. C'est donc plus compliqué de prévoir sur le long terme, mais à court terme, sur le terrain, vous êtes beaucoup plus réactif. Par contre, ce qui est génial, c'est que les modes sont indépendants en photo et en vidéo. Sur le Z6, si je réglais le mode U1 en vitesse 1/50e pour la vidéo, ça se répercutait automatiquement sur le mode photo. Du coup, j'utilisais les modes qu'en vidéo parce que shooter en 1/50e, c'est un peu ridicule. Avec le Z9, ils sont complètement indépendants. Quand vous faites un changement en photo, ça n'impacte pas le mode en vidéo. Donc au final, c'est un peu comme si vous aviez 8 modes en tout. 4 pour la photo et 4 pour la vidéo. Donc ces modes sont plus compliqués à mettre en place, mais beaucoup plus puissants à l'utilisation. Par exemple, j'ai créé 4 modes vidéo. 25 fps pour de la 4K, 100 fps pour de la 4K, 25 fps 4K en ProRes et 25 fps 8K en ProRes. Et je peux switcher de l'un à l'autre assez facilement avec le bouton FN1. Putain, entre FN et Z, on est très dans l'extrême droite ce soir. Imaginez-vous, je suis sur le terrain en train de prendre des photos en mode A et je décide de passer à la vidéo. Clac! J'utilise donc le switch et je passe en mode vidéo A. Jusque-là, tout est normal. Sauf qu'au final, je vais filmer en slow-mo, donc boum, je passe en mode B. Je filme mon plan, puis je décide de revenir en mode photo. J'utilise donc encore une fois le switch et là, bam, je reviens en mode photo, mais sous le mode B.
Et ouais, j'ai perdu tous mes réglages ISO, vitesse, ouverture, AF, et je dois revenir manuellement en mode A. Alors c'est tout con, mais c'est un détail à savoir parce que ça peut complètement gâcher votre shoot, et surtout, on perd pas mal en réactivité. J'aurais aimé pouvoir passer du mode vidéo au mode photo en un seul switch, et être pouvoir ultra réactif en reportage. Bam, je fais des rafales comme un gros porc et boum, vas-y, là je shoot de la vidéo 8K, ProRes 422, lourde sa mère. J'ai pas d'objectif. Mais c'est malheureusement pas le cas. Alors, ce détail peut être facilement corrigé avec une mise à jour firmware et j'espère vraiment que Nikon le fera. Allez Nikon, s'il vous plaît. Il y a plein de choses que j'ai pas encore pu tester et dont je ne vous parlerai pas dans cette vidéo, comme le mode rafale, le tracking 3D, les codecs vidéo. Mais bon, ça fait que 3 semaines que je l'ai et j'essaye d'avoir une vie, donc ça va attendre un peu. Je reviendrai dans 6 mois pour vous faire un retour d'expérience plus posé et objectif sur ce boîtier, le temps pour moi de bien le prendre en main et de l'utiliser sur des shootings plus ambitieux. Avant de conclure, je remercie Marca qui m'a suivi au barrage pour gérer la captation vidéo. Je vous mets son profil Insta en description, allez stalker ses stories, vous n'allez pas le regretter. Je remercie aussi Camara Marseille qui a été ultra réactif dans la précommande de ce boîtier et c'est un peu grâce à eux que j'ai pu l'avoir aussi rapidement. Donc merci beaucoup. Alors, il faut pas se leurrer, hein. La transition vers le mirrorless, elle est inévitable. Et pour ceux qui, comme moi, ne s'y retrouvaient pas dans les Z6 et le Z7, le Z9 est LA bonne réponse de Nikon. Ils arrivent à rattraper leur retard sur l'autofocus tout en corrigeant les soucis que pouvait poser le Z7. Pour moi, c'est le vrai premier boîtier professionnel proposé par Nikon dans la gamme Z. Est-ce qu'il vaut son prix? Complètement oui. Le gain de productivité est conséquent et vous n'aurez aucun mal à amortir les 6 000 € investis. En définitive, la vraie douleur de les fesses se fait du côté des optiques Z qui, elles, sont très chères. Mais bon, avec la bague FTZ, vous pourrez différer les grosses dépenses et ça fait passer la pilule. Alors oui, achetez le Z9, attendez 1 an avant de le recevoir et balancez des gros bifetons à Nikon parce qu'ils reviennent très fort dans le game. Sur ce, allez faire des images bien lourdes, kiffez la vibe et restez sage. C'est trop laid comme geste. J'ai faim, il faut que je mange. Oh, j'ai des dinosaures cachés. Au cas où j'ai faim, des dinosaures cachés pour manger.